c'est toujours plus. En fait, j'ai l'impression qu'il en faut toujours plus. C'est ouais, on voit une pièce qu'on achète, et en fait, on a déjà une autre pièce en tête. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, j'ai pas trop pris le temps de me préparer ni rien, donc j'ai pas mis de maquillage. Mais bon, on était en spontanéité comme d'habitude. Donc aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, oui et non. En fait, j'ai déjà fait une vidéo il y a un petit peu plus d'1 an sur... comment dire, les dérives entre guillemets du luxe, les problèmes de SAV, les problèmes, la démocratisation du luxe, le fait que bah, ces questions d'investissement qui sont pas forcément vraiment pertinentes selon moi. De quoi j'avais parlé, enfin j'avais fait une vidéo comme ça, en gros que le luxe ça devenait quand même de moins en moins attractif entre guillemets. Et là c'est un peu la suite. Enfin la suite, c'est un peu, enfin c'est un aspect différent mais c'est des choses dont j'avais envie de vous parler parce qu'en fait déjà j'ai beaucoup de mal à faire des vidéos, j'ai pas trop l'énergie, j'ai pas trop d'idées en fait, enfin si j'ai des thèmes que je pourrais faire mais des choses qui, comment dire, que j'ai pas très envie de tourner parce que c'est chiant. Par exemple j'ai des reviews, mais je sais que les reviews pour moi c'est quelque chose qui est chiant à tourner vraiment, enfin je trouve ça pas super intéressant de dire ah les dimensions du sac machin, ce que je mets dedans, enfin je trouve que c'est toujours un peu redondant parce que bah ouais, enfin mais en même temps c'est des vidéos qui moi je trouve très utiles parce que quand je veux acheter un sac j'aime bien avoir des vidéos justement de review qui me disent ce que je peux mettre dans le sac, la taille, etc. C'est quelque chose qui en soi je trouve ça intéressant, mais à tourner, enfin moi je trouve, enfin pour moi à tourner je trouve ça ouais un peu fastidieux quoi. Donc c'est pour ça que là j'ai la flemme et honnêtement depuis le mois d'août j'ai pas trop d'énergie pour les vidéos, j'ai pas trop d'idées et bref hein, je suis un peu mitigée, donc bah on va parler de tout ça. Donc, comme d'habitude si mon contenu vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter etc. Merci. Alors ça j'ai mon petit carnet avec moi, ça c'est mon petit carnet. C'est le joli carnet Dior là des collections de Noël de l'année dernière qui était inspiré du Mexique et donc avec beaucoup de pièces avec des papillons et j'adore les papillons. Bref, on s'en fout, mais donc ça c'est mon carnet en fait de vidéos. Bon, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pages d'utiliser. C'est en fait je note quand j'ai une idée de vidéo. Donc et là en fait c'est juste j'ai écrit des choses dont j'ai envie de parler avec vous pour la vidéo du jour. En fait vous allez, je pense que cette vidéo peut-être elle va être mal comprise ou peut-être on va se dire mais la meuf est tarée, elle a qu'à juste faire une thérapie. Que c'est hors sujet ou je ne sais pas, mais après bon non, je vais vous parler de luxe. Mais en fait c'est un peu des réflexions comme ça que je me pose de temps en temps, enfin c'est un peu le truc, bon, c'est peut-être moi hein, qui suis une psychopathe, mais en fait où des fois je me dis que collectionner des pièces de luxe, quelles qu'elles soient, des fois je me dis ça n'a aucun sens. Des fois je me dis mais vraiment, des fois je vois mon dressing là, vous voyez derrière moi, et je me dis mais en fait vraiment ça n'a aucun sens. Quand tu vois la valeur cumulée de ce qu'il y a dans la vitrine, tu te dis mais en fait à quoi bon, vraiment à quoi bon. Et puis d'autres fois je me dis, on dit bon je suis bipolaire, d'autres fois je me dis bah, en même temps t'as de l'argent, tu t'es pas endetté, t'as fait de mal à personne, tu fais bien ce que tu veux et ça te fait plaisir de les avoir ces trucs dans la vitrine. Et oui effectivement, et t'es contente de les avoir, oui, et t'es contente d'en parler aussi, et c'est ta passion, l'artisanat, l'histoire des maisons etc. Donc après tout tu fais bien ce que tu veux. Mais vous voyez, il y a cette petite ambivalence, et il y a toujours ce petit côté, pas regret, mais en tout cas culpabilisation quand on achète. Ça, je vous en avais parlé dans une vidéo collection de sacs ou sur mon rapport au luxe. Mais là, ça fait au moins 2 ans, ça. Et moi, quand j'achète quelque chose de cher, il y a toujours cette espèce de palpitation, mais alors à la fois la palpitation de l'excitation d'avoir une pièce un peu de rêve, mais surtout la palpitation de se dire là, en un quart de seconde, tu vas claquer 2000, 3000 euros. Il y a toujours ce truc où un peu, on a limite un peu envie de pleurer, enfin de se dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire et tout. Et puis après, là, il y a la rationalité qui vient qui dit mais en même temps, t'as les sous sur ton compte. Qu'est-ce que ça peut faire? Si t'en as envie, tu te mets pas dans le mal. Le mois prochain, tu vas aussi avoir un salaire et enfin, je veux dire, tu crées pas un déficit. Enfin, ça va. Après, moi, je viens pas d'une famille aisée, je viens pas d'une famille bourgeoise ou enfin comment dire, de personnes qui a l'habitude un peu de dépenser son compte. Au contraire, moi ma mère elle achetait les trucs en promo, on recevait le catalogue Intermarché, je veux dire c'était 3 enfants et au début un seul salaire, voilà elle regardait, c'est vraiment des gens modestes mes parents, enfin la classe moyenne on n'a jamais manqué de rien, mais qui sont pas du tout attirés par tout ce qui brille. Peut-être un poil plus mon père, mais en étant très très raisonnable. Le plus gros achat de sa vie, je pense, c'est sa moto. Il a une Harley Davidson qu'il a acheté en seconde main sur le tard. Enfin voilà, c'est pas... Et ma mère, vraiment, que ce soit les bijoux, enfin tous les trucs un peu girly, c'est pas forcément... c'est pas des choses qui la font rêver.
que ce soit même les, je sais pas, même les parfums, le maquillage, les fringues et tout, franchement, pour elle c'est un peu de l'utilitaire entre guillemets, enfin les fringues quoi, mais le reste, les sacs et tout, enfin après elle me soutient dans ce que je fais, mais elle vraiment elle s'en contrefou, elle veut un truc pratique et basta quoi. Mais ce que je veux dire c'est que enfin voilà, on avait vraiment la notion de l'argent à la maison où bah voilà les courses, on achetait les trucs en promo, fallait quand même faire attention, non, enfin je sais pas, après mes parents ont toujours été très très économes donc je me rends pas compte, mais en tout cas eux je pense que quand même fallait qu'ils fassent attention parce que fallait quand même gérer 3 enfants, on a tous fait des études et tout, enfin je me dis ça devait quand même être un peu chaud et ils ont quand même réussi à acheter leur maison et tout ça, enfin tout seul, enfin vraiment, je me dis qu'ils devaient vraiment bien, enfin que c'était des bons gestionnaires en fait de leur argent, où ils avaient, enfin ils gagnaient beaucoup moins que moi, largement. Je pense même à deux, ils gagnaient moins que moi ce que je gagne toute seule, donc enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc tout ça pour dire que c'est peut-être, elle vient de là la culpabilité. J'en ai déjà parlé de ça, donc vous allez dire mais tu l'as déjà dit machin. Oui, mais vous allez voir la suite est différente. Et je sais que vous étiez nombreuses à me dire ah mais moi aussi quand j'achète je culpabilise etc. Parce que c'est des grosses sommes et surtout parce que moi je trouve qu'on fait toujours culpabiliser les femmes d'être dépensière, d'être... Enfin, c'est toujours l'image de la femme vénale, la femme qui est attirée par tout ce qui brille, la femme un peu superficielle, machin. C'est, voilà, classique. Et donc, tout ça pour vous dire que, bah déjà on fait moins culpabiliser les hommes, je veux dire, un homme qui s'achète un gros 4x4 Mercedes alors qu'il habite en ville, et que ça sert à rien d'avoir un 4x4, ok c'est la mode des SUV, mais en vrai ça sert à rien, enfin en ville en tout cas, même je suis sûre il y a certains SUV franchement, on peut pas trop rouler sur des routes un petit peu de campagne avec, hein, parce que le truc il va assez vite crever, mais passons, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, j'ai jamais trop entendu quelqu'un faire culpabiliser un homme ou le dénigrer parce qu'il avait une belle voiture qui coûtait des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, ou une Rolex, ou j'en sais rien moi, une ceinture Hermès, enfin voilà, enfin après c'est toujours pareil, hein. Bon, on va pas rentrer dans des débats sur le féminisme, hein, bien sûr, mais enfin, en tout cas je regrette, mais en 2024 on continue toujours à beaucoup plus faire culpabiliser les femmes par rapport à leurs dépenses. Enfin, à mon sens, pareil sur la surconsommation, etc. Mais après c'est de ça qu'on va parler, de surconsommation, je veux dire après il y a... Des fois, enfin je veux dire la surconsommation est réelle, et il y a un moment faut en prendre conscience, donc bref. Donc c'était pas de ça que je voulais parler, là j'ai fait une intro qui est un peu hors sujet, mais... Vous me connaissez, ça part toujours un peu en cacahuète, donc c'est comme ça. Et là, en plus, vu comment j'ai préparé la vidéo, ça va clairement partir en cacahuète, ça va durer 3 plombes. Mais bon. Alors, en fait, ce dont je voulais parler, c'est que moi, j'ai l'impression, en fait, là, que au niveau où j'en suis, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu généré par le fait d'avoir une chaîne YouTube aussi, c'est qu'au niveau où j'en suis, j'ai l'impression d'avoir une addiction, clairement, au luxe, aux achats. J'aime bien dépenser de l'argent, ce qui est quand même très bizarre. C'est des fois, ça va pas bien, je suis triste, je suis fatiguée, ou je sais pas. Ou non, des fois ça va bien aussi, mais enfin ça dépend de l'état d'esprit, mais c'est un peu genre j'ai envie de dépenser de l'argent, là j'ai envie d'acheter quelque chose. J'ai pas un objectif, j'ai pas ce sac que j'ai vu depuis des mois qui me fait rêver, c'est non, là tout de suite maintenant j'ai envie de dépenser de l'argent, genre ça me fait du bien. Et moi ça pour moi c'est une addiction, c'est comme pour la bouffe, j'ai exactement le même rapport à la nourriture, c'est quand je vais pas bien machin, c'est même pas j'ai faim, c'est juste j'ai envie de grignoter. J'ai besoin de grignoter pour passer le temps. C'est pour m'occuper, pour occuper en fait, pour combler le vide. Et en fait j'ai l'impression que c'est ça, c'est le luxe, les achats, les sacs, les trucs, c'est un peu pour combler un vide, c'est un peu pour occuper l'espace. Pour, vous voyez, enfin c'est, mais en même temps, enfin, après c'est toujours pareil, c'est, certes, de toute façon c'est quand même quelque chose de relativement superficiel, mais après tout, chacun sa passion, chacun fait ce qu'il veut, mais à côté de ça, je m'intéresse vraiment à l'histoire des maisons, l'artisanat, et le fait... bah, j'achète pas que des marques françaises, mais quand même principalement, et le fait que pour moi c'est vraiment le rayonnement de l'industrie française, du savoir-faire français, vraiment d'une culture française, voilà, enfin le luxe c'est vraiment quelque chose qui à la base est français, enfin la mode, la haute couture, c'est des choses, des concepts qui sont quand même fondamentalement français, et bon pas que, mais quand même, enfin on est quand même un peu le centre de tout ça, et, et donc c'est quelque chose que je trouve hyper valorisant en fait en étant française, moi je trouve que c'est un truc, je trouve, on peut en être fier de ça, c'est pour ça que ça m'énerve en fait qu'en France on soit un peu à dénigrer le luxe, les gens qui aiment ça, les gens qui en parlent et tout, même si tout le monde ne fait pas ça, mais beaucoup de gens, enfin ou du moins ça n'intéresse pas trop les gens, ou c'est un petit peu moqué, ou on se dit oh c'est un peu c'est quelque chose de superficiel, c'est pas très intéressant, c'est des choses qui coûtent cher, on n'aime pas parler d'argent, ça, je sais pas, ça met les gens mal à l'aise et tout, alors que bah je sais pas, on devrait juste en être fier, mais je trouve ça dommage, mais bref. Et en fait, je me dis, mais est-ce que ça... Enfin,
est-ce que ça garde un sens tout ça? Parce que au final, enfin en ce qui me concerne, c'est peut-être juste moi qui suis en plus dans un moment de ma vie où c'est un peu compliqué, où en plus bah, je suis seule, donc ça joue aussi. Enfin je veux dire la solitude, enfin comment dire, enfin le fait d'avoir un vide à combler, etc. Bah, en plus quand on est seul et tout, quand on vit seul, bon bah je pense que ça n'aide pas évidemment. Même si avant, enfin je veux dire j'étais mariée, j'ai commencé ma collection et tout, j'étais mariée et c'était un peu pareil, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait, que de avec plus ça va avec les années, et plus la surconsommation augmente, et plus l'addiction entre guillemets augmente, mais c'est aussi que les moyens financiers augmentent aussi, donc ça suit quand même, c'est logique, et toujours pareil, pas de déficit, pas de crédit pour acheter des sacs ou quoi que ce soit, je veux dire, on n'est pas du tout là-dessus, hein. Mais quand même, je me dis, enfin qu'il faut quand même faire attention, j'ai pas l'impression de dépasser les bornes et de faire n'importe quoi, pour le coup, mais je me dis, il faut peut-être faire attention, et quand même, est-ce que ça garde un sens? C'est ça en fait, le cœur du message, c'est, est-ce que ça garde un sens? Parce que, typiquement, moi quand j'achète un sac, là typiquement dernièrement j'ai acheté, là, mon premier sac Hermès, non là, de ce côté, un picotin, et en fait, je me dis, j'ai à peine sorti de la boutique, ou quasiment, on a envie d'autre chose, on a envie d'une autre pièce, on a repéré un autre truc, là j'ai envie d'acheter un sac Vuitton que j'ai repéré, que j'aime trop, je pense que je vais l'acheter pour Noël, si je tiens d'ici là, au moment où je tourne, on est tout début octobre, mais en fait c'est toujours plus, en fait j'ai l'impression qu'il en faut toujours plus, c'est ouais, on voit une pièce qu'on achète, et en fait on a déjà une autre pièce en tête, on pense déjà au prochain achat, ou au prochain bijou, au prochain, enfin je sais pas, ou même des articles de maison, des articles de déco, des parfums, des trucs, et où tout est quand même relativement cher, des bijoux, enfin j'en sais rien, des montres, tout ce que vous voulez, mais en fait j'ai l'impression, et moi en fait j'arrive pas, mais je peux pas savoir, ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne, si j'avais pas ma chaîne YouTube, est-ce que j'aurais la même approche? Parce qu'après il y a aussi le plaisir de faire le unboxing avec vous, d'en parler avec vous, et je sais pas si l'attrait serait aussi, même si j'aimerais autant l'artisanat, le truc, mais est-ce que enfin je sais pas en fait, est-ce que je consommerais autant si j'avais pas ma chaîne? Bon, en vrai je pense que oui, mais peut-être pas autant quand même, peut-être un poil moins, enfin je sais pas. Mais en même temps, parce que c'est vrai qu'il y a quand même le truc de se dire, ah mais là il me tarde de tourner la vidéo, de faire le unboxing sur, parce que on va pas se mentir, ce qui marche le mieux en plus sur les chaînes YouTube de maroquinerie et tout, c'est les unboxings, c'est même ce qui vous intéresse le plus, c'est ce qui fait le plus de vues, et c'est là qu'on a le plus de commentaires, qu'on a le plus d'interactions en fait. Il y a certaines vidéos où bah, il n'y a pas beaucoup d'interactions et tout, alors c'est pas que c'est moins intéressant pour nous, mais c'est juste que bah, on a moins de retours, et ça génère moins, on va dire, d'émulation intellectuelle quoi. Ou enfin intellectuelle, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça génère moins en tout cas ouais, juste de retour quoi. Mais mais des fois je me dis, ouais, est-ce qu'il n'y a pas des trucs où, après peut-être pas au niveau des sacs, mais peut-être plus au niveau des petites pièces, pour avoir des choses, c'est pas qu'on cherche des sujets de vidéo, parce qu'en vrai on peut toujours faire une sélection, vous montrer ce qu'on a vu, parler des défilés si c'est notre kiff. Moi c'est pas mon kiff de parler des défilés, parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les sacs, j'aime bien les bijoux aussi, mais quand même surtout les sacs, et c'est vrai que les défilés c'est un truc que j'ai jamais regardé, et à un moment, je m'étais dit, genre, oh, tu pourrais regarder les défilés pour en parler, faire une vidéo. Je fais, bah non, parce que c'est pas. J'ai pas envie de me forcer à faire un truc pour faire une vidéo, en fait, pour pseudo faire des vues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie, pareil, j'ai pas envie de faire des hauls. Des fois, je vous fais des hauls mode où je parle de pièces un peu fast fashion, parce que bah, j'ai acheté un truc Cézanne, et puis j'avais aussi acheté un truc pro mode, je le montre en même temps. Mais faire. En fait, moi, je trouverais bizarre de faire à la fois. Enfin, de faire de temps en temps des hauls H&M. Après, il y en a qui le font, hein, mais je veux dire, Nina, elle le fait, et c'est très bien, ça marche, et je suis très contente pour elle, et j'adore sa chaîne. Mais je les regarde pas, ces vidéos-là, parce que moi, présentation de fringues, ça m'intéresse moins. Mais des fois, je sais pas, quand j'achète une veste vintage Courrèges, j'ai envie de vous en parler, par exemple. Par contre, quand j'achète une jupe Etam, des fois, je vous la présente, parce que, vu que bah, je la veste Courrèges, je l'ai achetée pas longtemps avant, je vous montre les deux dans la même vidéo, mais sinon, voilà. Et pareil, quand je vois, mais après je dis pas ça pour blâmer les collègues, parce que typiquement le partenariat Temu, j'ai vu que ça avait un petit peu choqué certaines personnes. Voilà, il y a Nani qui a fait une vidéo avec un partenariat Temu parce qu'elle avait envie de tester. Honnêtement, on me l'a proposé, le partenariat Temu aussi. J'ai eu au moins 3 mails de Temu qui me proposaient ce truc-là. Je sais qu'il y a d'autres youtubeuses sur le créneau aussi maroquinerie qui ont eu des propositions Temu. Certains ont donné suite, pas d'autres. Personnellement, j'ai pas donné suite parce que je trouve que c'est complètement déconnecté avec ce que je fais. Parce que moi, je fais quasiment que des vidéos de luxe. Et des fois, je vous fais des sélections premium, mais je parle quand même pas tant que ça de sacs premium, de trucs premium. Je parle pas beaucoup de trucs de fast fashion. Alors, je voyais pas. En fait, pour moi, ça avait aucun sens avec ma ligne éditoriale, entre guillemets, de faire un partenariat Temu. Et en plus, c'est quelque chose que
Moi, pour moi, Temu, c'est vraiment le summum du désintérêt en termes de, enfin, comment dire, enfin, c'est comme AliExpress, Chine, c'est des trucs où on sait pas comment c'est fabriqué, enfin on sait que c'est fabriqué dans des mauvaises conditions. C'est pas des choses dont j'ai envie de parler, enfin pour moi c'est un peu des trucs de merde, j'ai pas envie de parler de ça. Donc, mais après s'il y en a certains, s'il y en a qui ont envie d'en parler, il y a des millions de personnes qui achètent sur ces sites, donc évidemment que ça intéresse des gens. Après oui, bah écologiquement c'est dégueulasse, enfin pour plein de raisons c'est dégueulasse, mais en même temps personne n'est exemplaire, tout le monde consomme de la fast fashion ou des trucs comme ça, donc après on peut pas non plus complètement jeter la pierre. Il y a peut-être des gens qui sont 100% exemplaires, qui achètent que des trucs éthique, en circuit court, machin. Moi, je sais que c'est pas mon cas, donc je peux pas jeter la pierre. C'est juste qu'en tout cas, j'ai pas envie de parler de ce genre de marque, donc je le fais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on a un petit peu perdu le fil parce que je ne sais plus de quoi je parlais au début. Pour revenir au fait que je trouve que donc cette addiction au luxe, il y a un peu une perte de sens. Moi, je me dis, j'adore ma collection, j'adore chacun de mes sacs. Mais après, je me dis, mais t'en as tellement au bout d'un moment. Bon, là, j'essaie d'en vendre quelques-uns, ça ne se vend pas, on en reparlera après. Est-ce que ça garde un sens? Tu vas les mettre vraiment pas souvent finalement, parce que même si tu tournes à un sac par semaine, certes, bah en fait il y a plein de sacs, je me dis ça fait hyper longtemps que je les ai pas mis, parce qu'il fait que pleuvoir. Il fait que pleuvoir, et il y a plein de sacs, je peux pas les mettre quand il pleut. Tous les sacs en agneau, les jours où il pleut on oublie par exemple. Donc il y a certains sacs, bah, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il y en a quand même certains qui sont beaucoup plus pratiques que d'autres, et finalement, il y en a quand même certains qu'on met plus que d'autres. Bah, je vous ferai une vidéo là-dessus à l'occasion. De toute façon, je comptais vous faire une vidéo genre ma collection de sacs en fin d'année. D'habitude, je la fais l'été, mais là, je trouvais ça pas pertinent cet été. Et puis, je vous ai dit, cet été, j'avais la flemme de tourner de toute façon, et honnêtement, l'envie est pas vraiment revenue. Hein. D'ailleurs, c'est un peu... Cette vidéo, elle découle un peu de ça, hein, du fait que je suis en galère pour faire des vidéos. Enfin, j'en parle à la fin. Donc une vidéo un peu où je vous présente ma collection et où je dis en fait ceux que j'utilise le plus, ceux que j'utilise le moins. Bon, c'est un truc très basique, mais un truc comme ça. Et donc ouais, cette perte, hein, comment dire, cette espèce d'addiction, je trouve, et ouais, il y a une sorte de perte de sens. Et surtout, là où je pense que moi, c'est ce qui me fait peut-être un peu peur, c'est la perte de la notion d'argent. Bon, j'ai jamais su, honnêtement, je n'ai jamais su le prix d'un paquet de farine, par exemple, parce que même quand j'étais jeune et tout, bon, bah, j'avais besoin d'acheter de la farine, j'achetais de la farine. Enfin, j'ai toujours été, ce que je vais dire est complètement, vous allez trouver ça bizarre, mais en fait, j'ai toujours été raisonnable, en fait, en soi, dans ma consommation. Enfin, je me suis jamais mis dans le rouge. Je pense que j'ai jamais fait trop d'excès de dépenses qui me mettent en danger financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en soi, aux courses, si j'ai envie d'acheter du chocolat, le chocolat le plus cher, et je sais pas, moi, enfin, le truc le plus cher, je sais que ça me met pas en péril. Et j'ai jamais eu besoin. Au début, j'avais un salaire normal avant d'acheter du luxe. Donc je touchais 2000 € par mois, là. Mais avec les dépenses que j'avais derrière par rapport à mon loyer, mon niveau de vie, mes loisirs, etc., quand je faisais mes courses, si vous voulez, je n'avais pas besoin de savoir combien coûte un kilo de pommes. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de combien coûte un kilo de pommes et j'en ai rien à foutre. Enfin, je m'en fous, si je veux des pommes, je vais acheter des pommes. Enfin, j'ai de la chance, et j'ai vraiment beaucoup de chance, je n'ai pas besoin de compter. Je sais vaguement combien coûte une baguette de pain, mais de toute façon, j'achète pas de pain. Mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est... Pourtant, mes parents m'ont éduqué avec vraiment une... vraiment, ils sont vraiment très, très... ils font très attention à ça. Mais c'est vrai que moi, quand je faisais mes courses, soit quand j'habitais chez mes parents, bon bah c'était mes parents qui faisaient des courses, c'était ma mère. Et quand j'étais toute seule, bah vu que je gagnais autour de 2000 € par mois, quand j'ai commencé à travailler, bon bah je voulais m'acheter mes trucs, surtout en étant seule. On n'a pas non plus des dépenses de bouffe énormes. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, tu sais, des fois quand on dit ah mais tu sais pas combien ça coûte un kilo de pommes, mais moi je pense qu'il y a plein de gens en fait qui ne savent pas parce que ils achètent le truc, ils s'en foutent du prix au kilo. Mais peut-être parce que je traîne dans la classe moyenne qui n'a pas à compter. Et peut-être ce que je dis est choquant, je ne sais pas, et peut-être que je vais me prendre des critiques. Mais en même temps, les gens qui regardent la chaîne, la plupart ont les moyens d'acheter des sacs de luxe. Donc je pars du principe que peut-être personne ne sait le prix d'un kilo de pommes. Enfin, vous voyez ce que c'est pas très important. Mais tout ça pour vous dire, quand je parle de perte de notion d'argent, c'est pas ça. C'est je parle du fait de se dire, et je pense qu'on est quand même nombreuses à se dire ça maintenant, les prix dans le luxe ont tellement augmenté, parce qu'on parle quand même de luxe, que quand on voit un sac à 1800 €, on va se dire c'est pas cher. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme sac de luxe maintenant à 1800 €? Quasiment rien. Quelques trucs chez Vuitton en toile, vite fait quoi. Il reste. Et donc, c'est à ça que je me dis, par exemple, quand j'ai acheté le picotin, le truc qui coûte moins de 3000 €, je sais pas, 2005, un truc comme ça, on se dit pour du Hermès, c'est pas cher. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens.
La plupart des Français gagnent moins par mois. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais après, je fais la morale à personne, parce que je suis la première à l'acheter, le truc. Et j'ai des sacs bien plus chers que ça. Donc, mais juste, en fait, quand on prend un peu de recul, on se dit, mais... What? Enfin, pourquoi... Enfin, c'est choquant, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'avec cette un peu surconsommation, cette espèce d'addiction, entre guillemets, je me dis, mais est-ce que tu profites vraiment des pièces? T'en achètes tellement souvent que chaque pièce que tu l'achètes, t'as pas le temps d'en profiter avant d'acheter la prochaine, en fait. Et c'est ça un peu où je me dis, mais merde, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Et puis en même temps, il y a un peu l'engrenage, bon j'exagère, mais le truc de se dire, bah oui, mais sur la chaîne, il faut quand même que je fasse des unboxings, c'est ce qui marche le mieux, c'est cool, puis moi j'aime bien ça, puis j'aime bien acheter, j'adore acheter, je vous ai dit au début, j'adore dépenser de l'argent. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis on a envie d'acheter, on le veut le prochain truc, on le veut le prochain hit bag, ou même le prochain sac intemporel, machin, revisité par la marque. Donc c'est un peu... Bah, je trouve... Enfin, en fait, mais là, vu que je suis un peu en crise personnelle, existentielle, tout ce que vous voulez, je vais chez un psy, hein, ne vous inquiétez pas, parce que là, on dirait que je suis en train de faire ma thérapie en direct live. Ça peut faire un peu peur, je sais pas comment dire. Il y a des jours où je me dis, mais... C'est... Vous voyez? Enfin, je sais pas. Se rajoute à ça, il y a eu, par exemple, le scandale Dior. Vous avez vu, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de vidéos sur le sujet... sur les chaînes françaises, enfin je sais pas, j'ai pas forcément vu, je regarde pas non plus tout. Donc, mais je pense que vous avez tous entendu parler du fait qu'il y a eu un scandale en Italie où des sacs Dior étaient fabriqués pour des sommes modiques, j'ai oublié combien, mais des centaines d'euros, même pas, on va dire 100 balles, je dis n'importe quoi, dans des ateliers en Italie. Je sais plus exactement parce que j'ai pas vu d'article vraiment précis, en fait il y avait des bribes d'informations mais c'était pas des articles vraiment précis. Donc moi je trouve qu'on a un petit peu manqué d'informations sur le sujet. Tout le monde est parti du postulat que le sac en question c'était le BookTote. Moi sur les éléments que j'ai vus, je sais pas pourquoi les gens sont tous partis du principe que c'était le BookTote, mais bon, je considère que si c'était la majorité, les gens ont peut-être raison. Donc le BookTote c'est un sac qui est vendu autour de 3 000 €, je crois, maintenant 2005-3 000, peut-être même 3 000 plutôt. Et donc là, en fait, les conditions de fabrication étaient dégueulasses, c'était limite fabriqué par des clandestins, payés au lance-pierre, voire pas payés, obligés de dormir dans l'usine, donc quasiment des conditions d'esclavage. Enfin, vraiment des choses où, au niveau des normes du droit du travail, des normes juste d'humanité, un truc scandaleux, alors que c'est quand même en Europe, en Italie, c'est juste à côté de chez nous, et l'Italie, c'est quand même la plupart des marques de luxe fabriquent en Italie. Finalement, il y a plus de sacs fabriqués en Italie qu'en France, je pense. Hein. Saint-Laurent, Céline, tout ça c'est fabriqué en Italie. Dior, une partie de la collection donc. Chanel, il y a des sacs fabriqués en Italie. Vuitton aussi, il me semble. Enfin, toutes les marques, plus toutes les marques italiennes qui fabriquent en Italie. Donc en gros, on se dit... Parce qu'en fait, quand on achète du luxe, pourquoi on achète du luxe? Alors certes, on adore l'histoire de la maison, la mode, l'artisanat, vous voyez ce que je veux dire, le savoir-faire. Mais on achète aussi, enfin moi pour ma part, j'aime bien quand j'achète un sac d'une marque française qui soit made in France. Moi pour moi le fait qu'il soit made in France ça fait un plus parce que je me dis ça rajoute au prestige du pays et surtout je sais les conditions de travail, je sais le droit français, le droit du travail français, etc. etc. Normalement, enfin vous voyez, il y a un certain nombre de normes où on se dit que quand même les employés sont bien traités et tout. Et au final, il y a quand même eu plusieurs histoires, parce qu'il y avait eu aussi des histoires avec Chanel et Vuitton, où dans les ateliers en France, les conditions de travail étaient assez déplorables. Donc même ça, vous voyez, on perd un petit peu. Et là, sur ce scandale Dior, alors moi, pour moi, ça ne fait pas du tout perdre à la marque son prestige, son histoire, son savoir-faire, sa créativité, etc. En revanche, on peut se demander déjà comment c'est possible qu'en Europe, il y ait des gens qui soient exploités comme ça. Qu'il y ait des conditions de travail aussi détestables. Après, malheureusement, ça, des ateliers dégueulasses comme ça, je pense qu'il y en a partout. Je pense qu'il y en a, c'est sûr qu'il y en a en France. Enfin, c'est évident. Mais par contre, ça baisse forcément la désirabilité des sacs, puisqu'il s'agissait vraiment de sacs. Et surtout, moi, de toute façon, Dior, au niveau des sacs, pour moi, c'est une marque qui est pas intéressante, entre guillemets. Enfin, sur les modèles actuellement, je trouve que ça manque terriblement de créativité. Je trouve autant ils sont créatifs sur la mode, les robes, je trouve que le prêt-à-porter, enfin la haute couture, enfin les robes Dior, pour moi, je sais pas, si vous êtes allé au musée Dior, là, qui est à côté de l'avenue Montaigne, là, la galerie Dior, les robes Dior, c'est les plus belles. C'est d'une beauté, d'une finesse, c'est les coupes, les tissus, c'est voluptueux, c'est majestueux, c'est tout ce que vous voulez. Je trouve que vraiment les robes Dior, c'est magique, c'est vraiment c'est magique,
C'est des robes de princesse, enfin, moi ça me fait rêver, vraiment ça me fait rêver. Par contre la maroquinerie Dior, alors après le Lady Dior est très beau, il y a des modèles que je trouve très beaux, le Bouquetot je le trouve très beau. Mais là je me dis, le truc qu'on nous le vend 3000 €, on le sait que les marges elles sont énormes parce qu'on paye la publicité, on paye l'histoire, le savoir-faire, tout ça, les campagnes de pub, les stars qui mettent en promotion les sacs, le prestige de la marque, etc. Donc on sait qu'on paye la pièce bien plus cher, bien plus cher que le coût de fabrication et qu'ils se font une marge de fou, on le sait. Enfin, si vous achetez sans le savoir, c'est un peu de l'inconscience ou de la naïveté, mais normalement, on le sait. Sauf que là, on se dit, ok, on achète un truc made in Italy, mais en fait, made in Italy, mais à quel prix, quoi? Au prix quasiment pas de vie humaine, mais presque, enfin, je veux dire, c'est quasiment des esclaves, en fait. Donc on se dit, et on se pose un peu la question, là, dans quelles conditions ça a été fabriqué? Bah en fait, on n'en sait rien. Mais bon, après, faut pas non plus... Après, vous voyez, faut quand même rester prudent. C'est pas parce qu'il y a eu ce scandale-là que ça veut dire que 100% des sacs fabriqués en Italie, ils sont fabriqués dans des conditions dégueulasses. Bien sûr que non, évidemment que non. Mais c'est vrai que... Voilà, après, on attend de voir, je crois qu'il y a un procès en cours ou je ne sais quoi. Moi, je pars du principe qu'on en saura plus, qu'on pourra démêler le vrai du faux plus tard. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, j'estime que j'ai pas eu assez d'informations sur ce sujet pour faire une vidéo dédiée à ça, parce que je trouve en fait, il y a eu des infos, mais c'était trop flou, et pourquoi ils nous disent pas quel modèle de sac, enfin, je trouve que ouais, il n'y avait pas assez de matière pour vraiment faire une vidéo dédiée sur ça. Mais moi en fait, ce qui me pose le plus de problèmes, pas par rapport à l'addiction, mais par rapport à l'intérêt que peut avoir le luxe, entre guillemets, toujours pareil, parce qu'on parle de choses qui sont quand même très pas importantes. Le luxe, on n'a pas besoin du luxe dans la vie pour bien vivre, pour être heureux, enfin, c'est un plus, si on a les moyens, c'est un plus, vraiment. Mais moi, ce qui me gêne, entre guillemets, le plus, c'est faut que j'arrête de dire entre guillemets, j'ai dit 15 fois dans la vidéo, c'est relou. Bref, donc c'est la démocratisation. C'est le fait qu'on perd l'exclusivité. Ça me dérange un peu, parce que pour moi, le luxe, c'est vraiment associé, donc tout ce que j'ai déjà dit, artisanat, savoir-faire, blablabla, mais surtout à l'exclusivité et au fait que c'est des pièces rares et que tout le monde ne va pas avoir. On arrête aussi les trucs avec les doigts, hein. Je suis fatiguée. Je suis sortie 2 soirs d'affilée, clairement, trop pour moi. Je suis trop vieille pour ça. Ouais, on perd l'exclusivité. C'est pour ça que Hermès se distingue vraiment de la concurrence, à mon sens. C'est parce que ça fait des années qu'ils jouent sur l'exclusivité et la rareté du produit, et que c'est ça qui leur donne une aura vraiment différente des autres. Ça, plus le fait que l'artisanat est vraiment mis en avant et que c'est fabriqué à la main, de A à Z, par chaque sac est fait par un seul artisan, etc. C'est ces deux aspects-là qui, pour moi, font que Hermès a un petit truc en plus. Bon, il n'y a pas que Hermès, je crois que Delvaux c'est pareil, mais bon, en tout cas pour les marques françaises, Hermès a un truc en plus par rapport à la concurrence. Et qui peuvent se permettre de mettre des prix vraiment démentiels. Bon, Chanel se permet aussi des prix démentiels, alors qu'ils n'ont pas ça, mais Chanel, ils ont... l'aura de l'histoire de la mode, etc. Enfin, c'est un peu différent, Karl Lagerfeld, Coco Chanel, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, les sacs, on les voit tellement partout, notamment sur les réseaux. Là, ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de l'année dernière, sur la démocratisation, qui pour moi fait perdre un peu le côté luxueux, parce qu'on voit un peu toutes les midinettes de télé-réalité qui se trimballent avec des Chanel, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'avais même lu quelque part que, à une époque, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais lu que Vuitton avait offert des sacs Gucci à des meufs de télé-réalité. Alors je sais pas si c'était en France, aux États-Unis, enfin vraiment je sais même pas si c'est vrai, mais donc ouais, que Vuitton avait offert des pièces Gucci à des meufs de télé-réalité ou à des influenceuses pour discréditer la marque, pour discréditer Gucci. Ça me paraît improbable, mais en même temps, les stratégies un peu connards comme ça, pourquoi pas, mais je trouve drôle, l'anecdote est drôle, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je trouve ça drôle, mais vous voyez, en fait, c'est plus on va voir les trucs, et en fait, moins... En fait, il y a deux aspects, c'est plus on le voit et plus la masse en a envie, et les gens qui ont un peu l'habitude du luxe vont se détourner de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça donne de la visibilité au produit, mais donc ça fait qu'une partie des consommateurs qui ont l'habitude et qui sont, on va dire, haut de gamme, enfin si je veux pas mettre les gens dans des cases, mais on va dire qui ont vraiment les moyens pour le luxe, ils vont se tourner vers genre Hermès, enfin des trucs plus ou Hermès ou toutes les marques là de Quiet Luxury pour pas être associées justement à l'image de télé-réalité, donc Loro Piana et compagnie, je sais pas, Zero, enfin des trucs où vraiment c'est vraiment les prix sont vraiment au-dessus comparé à du luxe de masse, Vuitton, Gucci, Saint Laurent par exemple. Pour moi ça c'est un peu du luxe de masse. Et c'est pour ça qu'en fait moi ce qui va maintenant m'intéresser vraiment chez les marques de luxe, je pense que ça va être soit, c'est vrai que maintenant que j'ai mon premier sac Hermès, dans l'absolu j'aimerais bien en avoir un autre. Même si je suis pas sûre que psychologiquement je puisse
sauter le pas d'un sac à 10 000 euros. Honnêtement, je suis pas sûre. Là, j'étais vraiment contente et un peu soulagée qu'ils me proposent un picotin parce que je savais que, même si je les ai, les 10 000 balles potentiellement, quand même, et le gap, il me semble vraiment, vraiment dur à franchir. Actuellement, le sac le plus cher que j'ai acheté, c'était mon 2,55 et à l'époque, je l'avais payé 2700 euros. Pardon, je l'avais payé 7000. Non, j'y arrivais. Je l'avais payé 5700 euros. Ou 5400 euros. Donc là, on parle de potentiellement le double. Vraiment, je me dis, pour le même prix, enfin pour 10 000 balles, j'ai 3 sacs à plus de 3000 euros. Mais donc ça veut dire que je raisonne en quantité. Ouais, et donc, est-ce que c'est le bon raisonnement? Est-ce qu'il faut pas mieux le sac ultime à 10 000 ou 3 sacs à 3 000? Oui, enfin c'est... Après, enfin, on parle de choses vraiment d'une futilité énorme. Hein. Mais je trouve que c'est quand même des réflexions qu'il faut avoir. Après, si on a les sous, franchement, si on a les sous, on s'en fout. Mais quand même si on a les sous, on peut faire autre chose avec cet argent. Moi, parce que je me considère pas du tout comme riche. J'ai les moyens d'acheter des sacs, j'ai les moyens de voyager, mais derrière, sur mon compte en banque, j'ai pas des millions d'euros. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc après... bah, si j'achète pas de sac, je peux plus voyager ou je peux faire des voyages avec de meilleurs hôtels, prendre la classe business ou je sais pas, enfin vous voyez, c'est... Ou acheter plus autre chose, enfin j'en sais rien, mais c'est... Faire des restos, enfin je sais pas, mais vous voyez, j'ai pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit, mais parce qu'en plus actuellement, vu que je suis célibataire, je sors moins que si j'étais en couple, enfin en termes de resto et tout, je vois mes potes et tout ça, mais c'est comme... Je dépense quand même moins pour des trucs style resto, un peu sympa, un peu haut de gamme, machin, que quand j'étais en couple. Enfin, c'est logique. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ou pareil, sur des petits week-ends, tu vois, partir en week-end et tout. Bon, ça, moi, des fois, c'est assez compliqué. On va pas se mentir, à 38 ans, organiser des week-ends avec ses copines, c'est compliqué. Entre tout le monde a des gamins, un mec, un truc, bon, franchement, laissez tomber, enfin, c'est super compliqué. Donc, vous voyez, donc je peux consommer du luxe parce que j'ai les moyens à mettre sur ça. Mais est-ce que c'est pertinent de mettre 10 000 euros sur une seule pièce? Après, c'est un choix, voilà. Et donc tout ça pour vous dire que moi maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est soit des pièces de très très haute qualité, donc type Hermès, ou alors des pièces sur des marques. Après, quand je dis des marques luxe, grand public, enfin pour moi c'est pas du tout péjoratif parce que j'adore Vuitton, je pense que c'est ma marque préférée. Mais chez Vuitton, maintenant, mais depuis longtemps, ce qui va m'intéresser, c'est les pièces un peu plus rares, les pièces des collections saisonnières, les pièces qu'on trouve que si on l'achète pas, si on l'achète pas l'année où ça sort, on le paiera le double, quasiment, ou peut-être pas le double, mais en tout cas plus cher en seconde main. Typiquement, mon sac, je sais pas si on va voir là, mais mon Speedy malle étage, vous voyez, ma petite malle, c'est pas la petite malle toile enduite qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est une différente. Ça va vraiment être les pièces avec les toiles enduites qui sont revisitées dans les collections By the Pool par exemple, enfin ça va être ces pièces-là plutôt que la pièce en monogramme classique, la pièce en damier classique, ça m'intéresse un peu moins, enfin je trouve ça moins fun, enfin on le voit partout. Donc je trouve que ça perd son intérêt pour le coup. Mais vu qu'on a quand même l'addiction, on va payer plus cher pour quelque chose de plus rare, parce que forcément les pièces des collections capsules, chez Vuitton notamment, elles sont bien plus chères, c'est toujours plusieurs centaines d'euros de plus que la même pièce en monogramme ou en cuir, on va dire, en cuir empreinte, qui est déclinée tous les ans. Enfin, voilà. Mais donc ça, en fait, et ça je trouve que c'est là où c'est un peu pervers, enfin pervers. C'est que ces pièces-là, si on veut du Hermès en boutique, si on veut du Vuitton édition limitée à payer au prix normal, donc en gros en boutique, il faut se décider très rapidement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de vous dire, enfin typiquement chez Hermès, et moi c'est un peu ça qui m'a mis la pression, c'est j'ai réussi à avoir un rendez-vous là pour Paris, j'ai réussi à avoir ce rendez-vous en ligne, on me propose quelque chose, c'est maintenant ou jamais. En fait, soit je dis oui sur le moment et je sors la carte bleue, soit je peux pas dire je réfléchis et je reviens demain. Ou je reviens la semaine prochaine. Non, c'est maintenant ou jamais. Si on dit non, peut-être après on va entre guillemets regretter parce que la fois suivante on va nous proposer quelque chose qui nous plaît moins. Mais en tout cas, on ne proposera pas forcément ce qu'on a demandé, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il y a ce truc de... C'est immédiatement, on n'a plus le temps de réfléchir, et ça joue sur le côté surconsommation et le côté un peu addiction, c'est qu'il faut se décider maintenant, sinon après on a des regrets. Typiquement, moi, j'ai pas acheté le Keepall 25 Kusama, avec les dots argentés, là, un peu argenté, gris, noir et tout. Je regrette grave, je l'aimais trop ce sac. Et en seconde main, il coûte, je l'ai pas trouvé à moins de 3500 €. Donc bon non. Voilà, puis j'ai vu un autre Keepall qui me plaît beaucoup, donc voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est soit on achète maintenant, et donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se dire, je vois la pièce, je la repère,
à moins de la repérer dans le défilé et qu'elle sorte 6 mois après. Mais bon, moi je fais pas ça. Mais je repère la pièce, je la vois genre sur le site ou sur les réseaux sociaux ou quoi, je réfléchis, les mois passent et j'ai toujours envie de la pièce. Je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, c'est je vois une pièce qui me plaît, je l'achète pas tout de suite, j'attends pour voir si est-ce que dans plusieurs mois, elle me plaît toujours autant, auquel cas, c'est un achat entre guillemets réfléchi et je le prends. Ben, on peut plus faire ça parce que les pièces elles sont plus en vente. Alors après chez Vuitton, les pièces des collections capsules, elles restent en vente quand même assez longtemps. Mais bon, ça dépend desquelles, il y en a certaines qui sont sold out très vite et d'autres qui, moi par exemple mon mal étage là, il est resté en vente super longtemps finalement, donc j'ai pas eu, pour le coup j'ai eu du temps d'y réfléchir et j'ai eu le temps d'y penser avant de l'acheter. Mais ça dépend des pièces et donc plus vous attendez, plus il y a le risque qu'il y soit plus. Après, c'est pas grave, on passe à côté d'un sac, on va pas crever, enfin, c'est juste un sac. Mais quand même, enfin, vous voyez ce que je veux dire, là on est là pour parler sac. Hein. Autre sujet dont je voulais vous parler, ça part dans tous les sens, vraiment, hein, vraiment. C'est le côté investissement. Pour moi, ce côté investissement, il est illusoire, sauf pour les gens qui ont acheté des sacs il y a 10 ans, quoi, ou même avant Covid. Vous avez acheté du Chanel avant Covid, vous voulez vendre maintenant, vous l'avez bien entretenu, roi du pétrole, pareil pour du Hermès, et encore Hermès ça augmente moins vite, mais... Sur des Speedy, vous avez acheté un Speedy il y a 10 ans, vous l'avez pas utilisé, bah là, c'est sûr que le truc, il a vachement augmenté. Mais, en même temps, on revend pas du tout au prix boutique. Je mets Hermès de côté. On revend pas du tout. Même franchement, même les pièces, je les vois, les trucs en édition limitée, les prix sont tellement forts, personne n'achète. Qui a les moyens, enfin, qui a envie d'acheter en seconde main des trucs à plus de 3000 euros? Même à plus de 2000 euros, c'est chaud. En fait, qui se dit, là j'ai 2000 euros, je prends le risque d'acheter en seconde main, peut-être c'est de la contrefaçon, peut-être il est abîmé, peut-être je ne sais quoi. Enfin, en fait, les possibilités d'achat, enfin comment dire, non, le nombre de clients potentiels sur des pièces à plus de 2000 euros, il est déjà pas énorme, à plus de 3000 euros, mais alors imaginez sur des Birkin, des Kelly ou des Chanel que les gens tentent de revendre à 7000 euros, enfin... les possibilités, elles sont minimes. Enfin, je veux dire, le public qui a les moyens, il est minime, surtout en France. Peut-être aux États-Unis ou en Asie, les gens, ils ont plus de moyens, je sais pas. Mais en France, moi, je trouve, si vous mettez des trucs, même... Enfin, moi, là, j'ai quelques pièces en vente autour de 2000 euros. J'ai très peu d'offres où les gens, ils me baissent le prix, mais... de manière que là tu fais mais gars bah non en fait c'est une pièce c'est une édition limitée, je vais pas te la vendre aussi peu cher, en fait je vais pas te la vendre moins cher que la pièce actuelle en boutique qui est pas édition limitée, enfin mais donc en fait entre ce que veut l'acheteur et ce qu'il pense de sa pièce et le marché actuel où enfin moi je trouve que là en ce moment ça ne se vend pas, on en parlait avec une copine récemment, là la seconde main en ce moment ça marche pas trop, enfin après inflation etc, il y a moins de gens qui ont les moyens et les prix boutiques ont tellement augmenté que bah a pas du gain oui et non, c'est juste qu'on considère que les pièces qu'on a ont une certaine valeur et légitimement. Sauf que donc le marché de la seconde main, les prix ont aussi augmenté, peut-être dans une moindre mesure, mais quand même, sauf que derrière, il y a personne pour acheter. Et même quand je vois des annonces, honnêtement, des annonces sur des Kelly, des Birkin et tout, j'ai pas l'impression que ça se vende si bien que ça. De dire oui, t'achètes ton Birkin, t'achètes ton Kelly, tu sors de la boutique, il a déjà pris 50%, ou peut-être pas 50%, allez 20%, genre tu l'achètes à 10 000, tu peux le revendre au moins 12 000 le lendemain, bah moi j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai ça. Enfin après peut-être que je me trompe, mais moi de ce que je vois, il y a quand même des annonces qui restent sur des sites pendant bien longtemps, hein, pour des couleurs de Birkin et de Kelly, pas des couleurs déconnantes, enfin des trucs en même temps, je trouve pas qu'il y ait des couleurs déconnantes chez Hermès, mais des couleurs assez classiques. En fait j'ai l'impression sinon les gens ils achètent vraiment du basique, du noir, noir, gold, peut-être des couleurs du beige, enfin je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est complètement faux de dire que t'achètes ton Birkin, ton Kelly, t'es sûr de retrouver tes petits si tu veux le vendre prochainement. Et pareil, et on n'a aucune certitude, là le marché il monte, on voit bien que ça devient saturé et surtout les gens n'achètent plus vraiment en seconde main, on n'est quand même pas à l'abri que le marché s'effondre. Enfin on a déjà Saint-Laurent qui a baissé les prix sur certains trucs, on a Gucci qui est bien dans la merde, là financièrement Gucci, économiquement, enfin ils sont... je sais pas exactement la situation, j'ai juste vu des titres d'articles, enfin comme quoi ils sont un peu dans la merde quoi. Mais en tout cas les résultats ne sont pas à la hauteur et c'est compliqué. Burberry qui se casse un peu la gueule aussi, enfin qui ont un peu perdu leur identité, c'est devenu trop cher, personne n'achète. Enfin on n'est pas à l'abri, ça se trouve dans 2 ans, plus personne n'aura envie d'acheter du luxe, plus personne, les sacs Birkin, Kelly ça n'intéressera plus personne, le Timeless ce sera devenu un sac de mémé comme c'était, je veux dire, il y a 10 ans, le Timeless on considérait que c'était un sac
de vieilles bourgeoises, hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bah, pour revendre, bah, alors les prix vont se réeffondrer, et puis dans 15 ans, ça, vous voyez, enfin, après, c'est la mode, hein, c'est cyclique, mais en tout cas, là, le luxe était au taquet, on voit bien, même LVMH et tout, je suis pas spécialement tout ce qui est bourse, etc., mais en tout cas, on le sait que ça, qu'en ce moment, ils sont pas en très bonne forme. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de continuer à investir sur des sacs hors de prix? Après, en même temps, il n'y a pas à avoir de regrets ou quoi, c'est que les pièces, on les achète à un prix, le prix qu'il est au moment où on l'achète, peu importe, que ce soit première main ou seconde main, on les aime, on en est contente, on aime... Il y a quand même l'histoire derrière, enfin, après c'est l'avantage quand on est passionné, c'est qu'on n'achète pas juste l'objet pour l'objet, c'est qu'on achète l'objet pour ce qu'il représente, pour l'histoire qu'il y a derrière. Donc le packaging, enfin le packaging, quand je dis packaging, l'histoire qu'il y a derrière, l'artisanat, le savoir-faire, l'aura de la marque, etc., ça on va pas le perdre. Enfin, à moins qu'il y ait des... encore... Enfin, même s'il y a des gros scandales actuels sur des trucs, ça n'enlève pas l'histoire de la marque, la création de la marque il y a 100 ans, il y a 50 ans, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qu'il y a eu derrière, enfin, c'est ponctuellement, ça entache la marque, typiquement le scandale Dior, mais ça n'entache pas l'histoire de Monsieur Dior, tous les créateurs qu'il y a eu derrière, le savoir-faire, l'originalité, vous voyez, la beauté des pièces, etc. Enfin moi, pour moi, ça n'est pas entaché. Ça entache un peu au niveau de la consommation, mais voilà. Donc en tout cas, voilà, tout ça pour dire que pour moi, c'est un peu une illusion, ce côté investissement, pour moi, c'est un peu du bullshit, parce qu'en fait... c'est un peu fake. Enfin, moi, pour moi, il y a quasiment personne qui a les moyens d'acheter, enfin, ou très peu, hein, d'acheter des trucs aussi chers en seconde main. Donc, au final, je trouve que il faut vraiment pas penser à ça quand on achète du luxe, parce que sinon, on va forcément être déçu le jour où on va le vouloir revendre. Vraiment, c'est, enfin, pour moi, vraiment, c'est pas du tout ça qui est l'essentiel, mais pas du tout. Et également, le chose, je trouve, qui... mais ça revient un peu avec ce que je disais sur le fait que moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les pièces, par exemple, chez Vuitton, les collections pop-up, enfin, les collections saisonnières. C'est que je trouve qu'en ce moment, en tout cas pour ce qui concerne la maroquinerie, il y a un manque d'originalité qui est énorme. Oh, on se fait un peu chier, là. Je vois, j'ai fait une sélection sac pour la rentrée, là, il y a quelques semaines. Je pense qu'il y a peut-être un petit... La vidéo a dû sortir début septembre 2024. Franchement, je trouve que les marques, c'est que du réchauffé. C'est soit ils nous ressortent des... Je revisite des pièces des anciennes collections, mais de manière un peu mou du genou. Alors des pièces en soi qui sont belles, des trucs un peu intemporels, mais c'est un peu mou du genou. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Un peu sur des imprimés, enfin chez Vuitton, chez des imprimés. Après, je trouve quand même Vuitton sort tellement de modèles que c'est un peu innovant, et surtout Pharrell, je trouve que Pharrell a quand même amené un petit vent de fraîcheur en reboostant un peu les collections hommes, qui sont au final 100% unisex. Enfin, sur le Speedy, en tout cas, je trouve le travail qu'il a fait sur le Speedy, ça remet un petit vent de fraîcheur, même si le Speedy, moi c'est un modèle que j'aimais bien de base, mais je trouve que ça a mis un petit vent de fraîcheur, mais par contre, les prix ils ont quand même triplé, donc bref. Mais après, le savoir-faire est intéressant, le cuir, c'est un cuir très luxueux, c'est pas à la main, machin, bon. Mais c'est hors de prix quand même. Mais sinon, je trouve que les autres marques, ça s'endort un peu sur ses lauriers, et quand il y a des nouveautés, c'est des trucs de merde. Hein. Enfin, on voit, je sais pas, Dior qui avait fait, là, il y a quelques années, les collections bowling, là, qui étaient dégueulasses. Comment ça s'appelait? Je sais plus comment ça s'appelait, mais des trucs, au final, c'était vilain. C'était vraiment vilain. Mais sinon, je sais pas, bah, typiquement Hermès, hein, c'est quand même Hermès, bon, en termes de nouveautés, ils sortent quelques trucs un peu nouveaux, bon, c'est jamais foufou non plus, hein, enfin, c'est... Mais après, on n'achète pas pour ça. Pour le coup, Hermès, on n'y va pas pour ça, je trouve. Mais sinon, chez les autres marques, franchement, Chanel, c'est quoi? La dernière nouveauté marquante, si c'est le Chanel 22, là. Ah si, il y a eu le mini Kelly, enfin, celui qu'on appelle le Kelly, qui s'appelle le mini hobo, en vrai, machin. Ça, c'était mignon, enfin, c'est pas non plus... Enfin, c'était quand même un modèle classique, quoi. Enfin, c'était beau, je l'aime beaucoup, ce modèle, mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas non plus une inventivité, une créativité de fou. Enfin, je trouve que ça manque un peu de créativité. D'ailleurs, j'attends beaucoup du futur de Chanel. Ils ont toujours pas annoncé le futur directeur artistique. Il y a Slimane qui vient de partir de Céline, là, il y a peut-être 2 jours, au moment où je tourne la vidéo. Donc il y a des gens qui disent que ce sera lui chez Chanel. Après, ça fait des mois, moi ça fait au moins 6 mois que j'entends que ce sera lui chez Chanel. Mais après, Slimane, il fait du Slimane. Donc Slimane chez Chanel, je sais pas, enfin Slimane chez Saint-Laurent et Slimane chez Céline, il a fait du Slimane. Il a pas fait vraiment ni du Céline ni du Saint-Laurent. Enfin, donc je suis un petit peu perplexe. J'y connais rien en mode vraiment, mais sur ça, je suis un peu perplexe. Mais on sait jamais, ce sera peut-être une bonne surprise. Là, moi, j'espère que chez Chanel, on va avoir quelqu'un qui va mettre un gros coup de peps, en fait. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Là, je trouve, enfin, c'est... Sur les derniers modèles de sacs, le dernier défilé, là, je crois que c'est Awa qui avait publié quelques images. Les sacs un peu nouveaux qui sont proposés, franchement, ça envoie pas du rêve, quoi. Enfin, c'est des trucs...
des espèces de besaces là, avec plein de poches partout. Enfin, ça avait pas l'air foufou. Enfin, après, on voyait pas très bien les photos, mais ça avait pas l'air dingue. Enfin, tout ça pour dire que je trouve qu'il y a aussi un manque de créativité, et mais en même temps c'est un peu antinomique. Je vous dis qu'on surconsomme, c'est un peu une drogue, mais bon, moi pour ma part j'essaie d'acheter des trucs, un peu les éditions limitées et tout. Mais quand même, je trouve ça... Je me dis, il y a bien un moment où on aura vraiment plus envie d'acheter. Là par exemple, si je devais vous faire une wishlist sac, bah je serais bien emmerdée, parce qu'il y a peut-être... Là j'ai un modèle que je suis sûre que je vais acheter, enfin sauf si... je me décide trop tard et qu'il est plus en vente parce que c'est une édition limitée chez Vuitton, mais à part ça, je pourrais remettre un Kelly de la bonne couleur et tout, mais à part ça, franchement, là, j'ai aucun sac, il y a rien que j'ai en tête qui me dit, où je me dis, ouh, j'ai repéré ce modèle quand j'ai fait ma petite sélection là pour la fameuse vidéo de septembre. J'ai mis des trucs dans la sélection pour vous faire la sélection et pour parler d'un certain nombre de sacs, mais il n'y en a aucun où je me suis dit, ça, vas-y, je l'achète, quoi. Enfin, vraiment. Donc, alors qu'avant, il y avait beaucoup plus de modèles qui me faisaient envie. Donc, soit j'ai atteint un stade où je suis un peu blasée, et où j'en ai trop maintenant, donc j'ai plus envie, mais en même temps, j'ai quand même envie d'acheter. Enfin, après, c'est le truc, c'est j'ai envie d'acheter. Enfin, c'est là qu'elle est l'addiction, en fait. L'envie de dépenser de l'argent, l'excitation d'aller en boutique, l'excitation de faire le unboxing, enfin c'est ça en fait le truc. Donc bref, donc on verra ce que ça donne dans les prochains mois. Hein. Et donc on en arrive à une perte de motivation en fait par rapport à la chaîne, parce que je vous dis, c'est là je me dis, en fait là je me dis d'ici la fin de l'année, donc là on est en octobre, j'ai pas de unboxing. Je sais... Enfin, si, parce que j'ai un sac premium que je vais vous présenter, mais qu'on m'a offert, et je vais faire un sac que je trouve magnifique, donc je vous ferai une review, enfin unboxing review, je sais pas comment je vais faire la vidéo, mais sur des sacs luxe, donc je pense que je vais me prendre le fameux Vuitton pour Noël, pour le coup, parce que sinon là j'ai acheté trop de sacs cet été en fait, et je trouve après ça a pas de sens, enfin ce qu'on dit, ça a pas de sens d'acheter des sacs aussi souvent. Mais après je me connais, à tout moment je craque sur un sac improbable, auquel j'avais pas pensé en novembre, enfin un peu en mode coup de cœur, et pas de on réfléchit pas vraiment et bim on achète. Enfin, donc c'est ça moi ce que je trouve un peu risqué, c'est après de trop acheter et de se dire, parce que là 3 mois sans unboxing c'est quand même ce qui marche le mieux. Après on fait pas ces chaînes pour marcher, mais quand on voit que les vidéos font peu de vues et qu'il y a peu de commentaires, c'est quand même un peu, pas démoralisant, mais un peu décevant en fait. On se dit bah merde, les gens ont pas aimé, donc on a quand même envie que la chaîne elle progresse, hein, que ce soit un projet. Moi c'est un peu mon seul loisir entre guillemets, ma chaîne YouTube. Donc j'ai quand même envie que ça progresse, j'ai envie d'avoir plus d'abonnés, j'ai envie d'avoir des vues, enfin vous voyez. Et donc c'est vrai que c'est quand même un peu décevant quand il y a une vidéo qui marche moins bien. On a passé du temps à la préparer, à faire le montage, c'est quand même, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. Et donc c'est un peu blasant. Après on sait ce qui va marcher, on fait un unboxing Hermès ou Chanel, on sait que ça va marcher. Enfin, de manière générale on fait un unboxing, on sait que ça va marcher. Le reste, voilà, on fait un vlog, les vlogs ça marche toujours moins bien, on le sait. Mais après moi mes vlogs, clairement je les fais pour moi. Donc je m'en fiche un peu si ça marche pas, même si c'est ce qui me prend le plus de temps. Ouh merde, j'ai tapé dans la caméra. Franchement faire un vlog, ça prend un temps fou. En termes de montage, c'est démentiel par rapport à une vidéo basique. Mais c'est pas grave, parce que moi c'est un peu mon album photo de mois à mois, donc je m'en fous si ça marche pas le vlog. C'est un truc que je fais de manière un peu égoïste. Après je me dis, ça vous partage peut-être des bons plans, enfin des bons plans non, mais des choses, ça peut vous intéresser si vous faites le même voyage, ou si, enfin je sais pas, mon dernier vlog c'était à Paris, il y a peut-être une expo, un truc où vous dites tiens moi aussi je vais le faire, ça avait l'air sympa. Mais c'est sûr, je le fais surtout pour moi, clairement. Mais après sur le reste des vidéos, des fois je me dis tiens je parle de trucs, peut-être que ça vous intéresse pas trop et tout, et en fait j'ai l'impression que là j'arrive à un moment où c'est tellement une niche en fait de parler de sacs, même s'il y a des nouveautés, ce que je viens de dire, des nouveautés pas très originales souvent, au bout d'un moment j'ai l'impression que soit de faire toujours la même chose, je veux dire les sélections c'est quand même, bon les sacs sont différents, je donne mon avis, mais bon, en fait j'y retrouve peut-être moins mon compte, et j'ai l'impression de rien avoir à dire d'intéressant et de rien apporter au débat. Enfin, au débat, c'est pas un débat, on parle pas de politique, mais que mon propos, il est pas nourrissant pour la communauté. J'arrive pas à le dire, je trouve pas mes mots, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que je tourne un peu en rond. Après, ça fait 3 ans, enfin, je veux dire, on parle de ça qu'il y a un moment. Une fois qu'on a fait des reviews, des sélections, des unboxings, c'est sûr qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Enfin, moi je suis pas une spécialiste en artisanat du cuir, je suis pas une spécialiste en rénovation, j'en ai fait quelques-unes, il y a des vidéos sur le sujet, voilà, mais
Des fois je parle de bijoux, pareil, mais bon, j'achète pas non plus des bijoux très souvent, donc c'est pas quelque chose que je peux faire régulièrement. Après l'idée c'est vraiment une chaîne de... Je donne mon avis en tant que consommatrice sur ce que j'achète et sur ce qui m'intéresse, ce que je trouve joli ou pas, c'est juste ça. Enfin, je veux dire, après, il n'y a pas de prétention autre, il n'y a pas de prétention éducative ou je ne sais quoi. Ça fait des mois que je dois tourner une vidéo, par exemple, sur la lutte anti-contrefaçon. Je suis pas sûre d'avoir la légitimité, je pense que je le ferai quand même, parce que je trouve que c'est un sujet ultra important, mais ça, je sais que c'est une vidéo qui marchera pas super bien, par exemple. Donc, vous voyez, ça génère pas de motivation, et c'est surtout que vraiment, depuis cet été, vraiment, j'ai pas de motivation. Je n'arrive pas à prévoir mes vidéos à l'avance. Je n'arrive pas à tourner mes vidéos. Avant, quand je tournais, c'était 3 vidéos à la fois. Je tournais 3 vidéos en même temps. Genre le samedi matin, je tournais 3 vidéos. Et comme ça me faisait 3 semaines. Et après, chaque semaine, je faisais un montage que je publiais. Là, mais je suis incapable d'avoir 3 sujets de près. Enfin, ça demande trop d'énergie. Mais je pense que c'est parce que je suis fatiguée un peu... psychiquement, enfin je sais pas comment on dit, mais oui, je suis fatiguée en fait. Mais ça m'énerve parce qu'en même temps, j'ai un peu un engagement de moi avec moi-même de publier une vidéo par semaine parce que c'est mon seul loisir et que les week-ends où je publie pas, j'ai l'impression que j'ai rien fait de mon week-end en fait. Des fois, vraiment, je ne fais rien de mon week-end à part regarder Netflix, vraiment. Et je trouve ça d'une tristesse absolue et je me dis, mais merde, meuf, tu gâches ta vie, fais ta putain de vidéo. Donc, puis surtout que je suis quand même contente de parler avec vous et tout ça, mais en fait, j'ai pas envie de faire des vidéos juste pour faire des vidéos où j'ai rien à dire et où j'ai l'impression de faire de la merde en fait. Et sauf que le truc c'est pour faire du contenu qualitatif, faut avoir des idées, faut avoir le temps de préparer, le temps, l'envie, la motivation et l'énergie. Et non, je l'ai pas en fait. Donc je vous dis pas que j'arrête ma chaîne, hein, bien sûr que non. Mais je vous dis que je galère, en gros, là je galère, que je sais pas forcément de quoi je vais vous parler la semaine prochaine. Que je sais pas si me serais motivée pour tourner la vidéo. J'ai le temps, techniquement j'ai du temps pour le faire. Mais juste je suis fatiguée. Et j'ai plus de batterie, donc on va conclure là-dessus. Évidemment plus de batterie, et je ne suis pas sûre que ça ait enregistré tout ce que j'ai dit, ça faisait 1 heure que je parlais. Bon, donc je reviens juste pour faire la conclusion, en espérant que ça ait enregistré, parce que tout ça pour vous dire qu'en gros, je ne sais pas de quoi vont être faites les prochaines semaines en termes